Donc la contrainte crée toujours l'opportunité. Ça veut dire que dès que vous avez un problème dans votre vie, il y a toujours quelque chose de bon qui en ressort. Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous allons voir un pays qui ne se trouve pas à l'autre bout du monde. Et j'en suis vraiment très satisfaite parce que quand on parle d'expatriation, on pense toujours à vouloir aller très très loin, à prendre l'avion entre 10 ou 15 heures. Et pourtant, avec notre passeport européen, nous avons des ouvertures sur des pays extraordinaires. Et aujourd'hui, notre invitée a décidé de partager cela avec nous. Donc, sans plus attendre, je vais la laisser se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Bertie, j'ai 26 ans et actuellement je réside à Mulhouse, donc en Alsace. Et j'ai été expatriée en Allemagne pendant 2 ans à Berlin, où j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans dans la couture. J'étais couturier dans un théâtre, le théâtre le Friedrichstadtpalast, si jamais vous connaissez, à Berlin. C'est un théâtre de revue, type Moulin Rouge. Je savais que tu étais partie en Allemagne, mais je savais même pas que tu étais partie à Berlin. Et c'est marrant parce que hier, je parlais avec une amie et justement, on se disait qu'est-ce qu'on rêverait d'aller à Berlin. Donc, encore mieux, comme ça, tu vas pouvoir m'en apprendre plus aujourd'hui. Mais avant qu'on en arrive à la période d'Allemagne, est-ce que tu peux nous rappeler, à l'époque où tu as pris cette décision de partir, où en étais-tu un peu dans ta vie ? Alors, où j'en étais, du coup, quand j'ai pris la décision, alors moi, cette décision, ça fait tellement longtemps que je la mûrissais, car depuis que j'ai déménagé en Alsace, parce que je ne suis pas originaire d'Alsace du tout, je tombais amoureux de la langue allemande et du pays, car en vivant à côté, on peut y aller très facilement. Et donc, du coup, après mes études, donc j'ai fait des études dans la mode, un BTS métier de la mode que j'ai fait à Marseille, rien à voir. Ça explique pourquoi tu n'as pas d'accent. Parce qu'en général, nous, les gens de la Lorraine, on nous dit tout le temps qu'on a un accent. Oui, du coup, je suis née à Bordeaux, voilà. Ok. Mais je ne me rappelle pas du tout parce que je suis partie quand j'avais 3 ans. Donc, j'ai aucune idée de Bordeaux. Je suis allée l'année dernière pour un petit peu voir, tourisme, quoi. Mais sinon, j'ai aucune idée, aucun souvenir de cette époque-là. D'accord. Et donc, du coup, tu es allée à Marseille faire tes études. Oui. Et après, j'ai travaillé sur place et j'ai eu donc une fin de contrat, un CDD tout simplement, qui s'est terminé. Et je me suis inscrite à Pôle emploi. Et à l'époque, je voulais. En fait, ce qui s'est passé, ça a été vraiment en une nuit, comme je le dis souvent, c'est en une nuit, j'ai eu une insomnie et j'ai vu un film que j'adore d'Allemagne parce que moi, je suis passionnée de films allemands, films et séries allemandes. Et donc, il s'appelle Fuck You Goethe 2, si jamais vous connaissez. On mettra dans la description. Ouais, et en fait, ce film, il raconte l'histoire de. Donc, c'est le deuxième opus de trilogie qui raconte l'histoire sous forme comique de lycéens et de leur prof qui est un ancien taulard, voilà, pour dire les choses qui sont, et qui n'est absolument pas prof dans l'âme. Donc, voilà. Et donc, je me suis vue devant ce film et je me suis dit, mais ces gens ont l'air heureux et moi, je n'ai pas le droit d'être heureux, quoi. Et donc, ça m'a complètement énervée et je me suis dit, allez, vas-y, fonce, va en Allemagne. À Berlin, alors pas forcément au début, c'était pas forcément mon choix, même si à l'époque je rêvais d'aller à Berlin aussi, tout simplement. mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à Pôle emploi est-ce qu'il y a des possibilités de partir à l'international. Et effectivement, avec eux, il y avait la possibilité de faire un stage Erasmus+ à Berlin. Donc, du coup, j'ai postulé, parce qu'on postule comme à une offre d'emploi, quoi. Et j'ai été pris. Donc, juste pour expliquer un peu comment ça se passe, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés. En fait, donc pour ça, il faut demander à votre conseiller Pôle emploi, ou conseiller-conseillère, qui va vous rediriger à Pôle emploi international, qui est en fait par région, il y a un Pôle emploi international. Et donc, Pôle emploi international s'occupera de faire donc de lire votre candidature. Donc, la candidature, c'est tout simple, c'est des lettres de motivation, des CV, etc. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire donc en français et dans la langue du pays. Donc, moi, en allemand, par exemple. Et ensuite, on a un entretien de motivation. Donc, il y a une réunion, le même jour, en fait, il y a une réunion de groupe pour savoir si ça correspond à tes attentes, le stage Erasmus, et un entretien de motivation
qui est juste assez simple, puisqu'il te demande exactement ce que tu as mis dans ta lettre de motivation, tout simplement. Puis un petit peu te poser quelques questions dans la langue du pays, en allemand, pour moi par exemple, pour savoir si tu te débrouilles un peu. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des stages qui sont de 3 à 6 mois, enfin, ou soit 3 mois, ou soit 6 mois en Allemagne. Et donc, qui sont, en fait, donc vous avez une bourse Erasmus qui prend en charge un logement, l'assurance rapatriement, et ensuite les transports sur place et les transports, l'aller-retour en avion ou en train en fonction. Voilà, et vous avez un petit complément après qui reste par mois qui fait, on va dire, entre 200 et 300 euros pour vous nourrir et faire autre chose. C'est vraiment une expérience que j'ai voulu tester. Je me suis dit que c'était bien pour s'insérer sur le marché du travail allemand, parce que moi, mon rêve, qui est toujours le même actuellement, même si je suis à Mulhouse, c'est de vivre totalement en Allemagne. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle. Enfin, pourquoi il s'appelle. T'as dit Erasmus plus plus? Oui, exactement. Et Oui, en fait, alors à la base, Erasmus, donc ça, on connaît un petit peu. ouais, Mais Erasmus+, c'est la même chose, c'est le même programme qui a été amélioré. C'est comme une version 2.0 d'accord. de ça, parce que en fait, tout simplement, on dit Erasmus parce qu'à une époque, Erasmus était entre guillemets consacré qu'aux étudiants ou au personnel de l'enseignement, de l'université, etc. Donc, ce programme a été élargi à plusieurs autres personnes, dont les demandeurs d'emploi, dont d'autres personnes. Bon, là, c'est un peu plus compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être concernés, mais entre guillemets, c'est pour être ouvert à tous et pas rester dans la condition, on va dire, de jeunes, entre guillemets, de 18 à 25 ans, parce que j'ai des amis qui sont partis avec moi qui avaient par exemple 40, 50 ans. J'allais te demander, est-ce qu'il y a une limite d'âge du coup? Non, il faut juste être demandeur d'emploi, donc techniquement, c'est jusqu'à jusqu'à la retraite, Mais on c'est va dire. génial! Mais tu vois, quand je dis que ce passeport européen, il est fantastique, tu le prouves encore une fois. C'est incroyable. Oui, Et mais du c'est coup, vraiment super les mobilités. C'est vraiment un bon tremplin pour justement si on veut s'insérer sur le marché du travail dans notre pays, que ce soit l'Allemagne ou autre. Parce que justement, moi après, moi j'ai eu un contrat de travail, donc je pense qu'on y reviendra, mais du coup, en fait, ça me fait une expérience reconnue dans le pays où j'ai envie d'aller. à Euh, 100%, oui. et franchement, c'est vraiment de l'or après pour s'insérer, quoi. Ouais, c'est génial, non, c'est génial. Et du coup, on va revenir aussi la langue allemande, parce que moi j'ai essayé de l'apprendre l'allemand à l'école. Ça a été une pure D'accord. catastrophe, et pourtant j'ai essayé pendant 9 ans. Et je sais demander où est-ce qu'elle est la porte à Nigra, mais c'est tout. Le Quand... chat est sur la table. Mais sinon, je ne sais pas grand-chose. Comment Enfin, j'imagine que tu as dû apprendre pour pouvoir écrire ta lettre de motivation. Tu t'es pas seulement contenté de Google. Oui. Alors en C'était... fait, moi, ce que j'ai fait à l'époque, donc moi, j'ai fait quand même 12 ans d'allemand entre le moment où j'ai commencé au primaire et le moment où j'étais à l'université où j'avais continué l'allemand. Ça me fait 12 ans en tout. Moi, comme je dis toujours, c'est que en fait, tout ce que j'ai appris, c'est pas que ça m'a servi à rien, pas du tout, loin de là. Mais sauf que quand tu arrives dans le pays, c'est oublie tout ce que tu sais et apprends ce que nous on te dit. En gros, c'est ça. Donc, par contre, moi, donc après mes 12 ans d'allemand, quand j'ai postulé du coup à ce programme, en fait, donc quand j'ai fait ma lettre de motivation, je l'ai faite corriger par des personnes qui parlaient la langue, etc. Mais surtout, ce que j'ai fait avant de partir, c'est un programme d'allemand renforcé sur un mois, en fait, où en fait tous les soirs, sauf le week-end, j'avais des cours d'allemand pendant un mois. Donc là, c'était grâce à l'université populaire de chez moi, mais bon, après, il y a plein d'autres endroits qui permettent ceci. Mais ça m'a beaucoup permis de préparer au mieux, de me mettre à jour sur l'allemand. Et puis, j'ai pas vraiment, on va dire, pas de difficulté, mais comme j'adore ça, en fait, au pire, je lâche prise sur mes fautes, sur tout ce qui est faute de langue ou prononciation, etc. Parce que moi, je parle comme je parle, je suis comme je suis, puis voilà, C'est ça, à tout partir simplement. du moment où tu sais que le verbe, faut le mettre à la fin des phrases. Oui, voilà. Des fois, ça pose des problèmes. Ouais, non, c'est ça, je me souviens, c'était... fou. J'ai eu énormément de mal, mais je regrette tellement de pas avoir forcé, en fait, parce que c'est... Et les particules séparables aussi, si jamais Ah oui, les verbes à particules, en fait, on met du coup une partie du verbe à la fin de la phrase qui change totalement la phrase. ouais. Dans la mode, il y en a beaucoup parce que notamment s'habiller et se déshabiller, par exemple, c'est des verbes à particules. Donc, c'est-à-dire que c'est anziehen et ausziehen. Donc, ziehen, c'est le verbe principal. Et par exemple, si je dis ich ziehe an, c'est je m'habille. Et si je dis ich ziehe aus, c'est je me déshabille. Sauf Ah, que si on a une phrase hyper longue,
Entre-temps, on ne sait pas si on s'habille ou si on se déshabille. Ouais, vaut mieux utiliser le bon au bon moment. Et ok. Et donc, du coup, avant de partir, donc tu avais dit que tu étais demandeuse chez Pôle emploi. Est-ce que tu avais un appartement? Est-ce que tu avais des biens immobiliers? Est-ce que tu avais quelque chose? En fait, moi, donc, quand j'étais à Marseille, j'avais un appartement en location, voilà, comme la plupart des gens, je pense. Et dès que j'ai su qu'il y avait cette possibilité, en fait, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver, car dans certaines régions, il faut savoir que certaines régions, notamment enfin, le Grand Est, aident les personnes à partir dans les pays frontaliers. Donc le Grand Est, l'Allemagne, par exemple le Sud-Ouest, l'Espagne, etc. Et donc, dans cette démarche-là, bah, ce que j'ai fait, comme je savais que mes parents vivaient en Alsace, et ben, j'ai quitté mon appartement pour revenir en Alsace. Et entre le moment où j'ai arrêté mon CDD, où j'ai postulé à Erasmus et où je suis réellement partie, en fait, j'ai fait des contrats sur place de CDD aussi saisonniers pour Noël, notamment, parce que c'est les périodes de Noël. Mais à part, en fait, j'avais absolument aucun bien, tout ce qui est meubles, tout ce qui est logement, etc. J'avais vraiment rien. Moi, je suis partie vraiment avec deux valises, une petite et une grande, et je suis revenue avec deux valises aussi. J'ai réussi. Mhm. Ça a été incroyable, mais ça rentrait. Mais voilà. Non, mais c'est très bien parce que du coup, ouais, t'avais une idée en tête et tu t'es préparé à faire en sorte que le départ allait se faire assez facilement. Donc c'est quand même super intéressant. Euh, et donc du coup, bah toi, t'étais déjà dans le sud, donc t'étais pas proche. Enfin, tu savais ce que c'était de vivre loin de son entourage avant de partir? Bah moi, enfin, avant de partir, j'ai toujours, donc déjà de base, donc je suis née à Bordeaux, comme je l'ai dit, mais j'ai beaucoup déménagé grâce au travail de mon père ou à cause du travail de mon père, on ne sait pas comment on le voit, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup aimé, car donc il était à EDF et il a beaucoup changé, il a été muté à chaque fois, donc il a changé de ville. Et, euh, et donc, j'avais déménagé quand même avant de faire ce stage Erasmus, j'avais déménagé 12 fois dans ma vie. Waouh! Car en plus de faire, donc, d'avoir cette envie de déménager souvent grâce à mon père, grâce à mes parents, du coup, ben, quand j'ai fait mes études, je suis allée vraiment loin de. À chaque fois, j'ai fait Angers, Marseille, etc. Et j'avais en plus, pendant mes études à Angers, j'avais fait un semestre Erasmus déjà en Allemagne, pas à Berlin, à Wernigerode, qui est une petite ville d'Allemagne entre Berlin et Hanovre, mais à 2 heures de chaque, en train. Mhm. Donc c'est un petit peu, on va dire que c'est paumé, entre guillemets, mais c'est très joli. C'est en plein milieu d'une forêt qui s'appelle la Harz, et donc du coup, c'est absolument autre chose. Mais le fait d'être seule de ma famille, de mes amis, c'est quelque chose qui est souvent apparu en fait dans ma vie, donc c'est pas quelque chose qui m'a effrayée au début. Mais je comprends que ça peut être effrayant pour beaucoup de gens, ça c'est pas un souci. Mais Mhm. en tout cas, ça m'a pas freinée dans mon envie. D'accord. Et quand t'as annoncé ça à ton entourage, ils ont réagi comment? Ah bah, du coup, ils s'y attendaient. Oui, du coup. En tout cas, mes parents, en tout cas, mes parents et ma famille proche, ils n'ont jamais été choqués réellement de cette décision. En tout cas, mes amis, peut-être un peu plus des fois, surtout plutôt par le fait que, pas qu'on n'allait pas se voir parce que eux, ils étaient déjà dans des universités ou des villes autres que moi, mais tout simplement, ils avaient surtout peur de si je trouvais pas de travail là-bas, enfin, en gros, si j'arrivais pas à vivre, si je trouvais pas entre guillemets d'argent pour vivre sur place, quoi. D'accord. Mais bon, là, t'allais quand même déjà avec une certaine aide. Donc, Oui. c'était quand même super intéressant. T'as pas fait ta valise, pris ta voiture et puis... Oui, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est vraiment une aide incroyable pour s'insérer dans un pays. Je vois beaucoup de gens, que ce soit sur les groupes Facebook ou autres, qui arrivent, notamment à Berlin, il y a d'autres endroits comme ça, mais des gens qui arrivent à Berlin qui juste sur un coup de tête et c'est tellement... Ce qui est dommage, c'est que le fait que ce soit pas préparé, ça amène à des mauvaises expériences d'expatriation et que du coup, on peut peut-être faire aller, si on va dans l'extrême, et ben, ça existe, ça peut avoir des répercussions comme la dépression, etc. Vraiment des années entières de reconstruction et que c'est vraiment dommage de vivre ça alors que le projet d'expatriation, il est super en soi, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu te souviens, entre le moment où tu as fait la demande, on va dire la demande Pôle emploi, et le moment où tu es parti, est-ce que tu te souviens approximativement la durée qu'il y avait entre les deux? Alors, je dirais que ça fait à peu près 6 mois parce que je ne me rappelle pas exactement quand j'ai déposé la lettre, enfin le dossier de candidature effectif. Mhm. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis partie le 1er mars 2018 et qu'en novembre 2017, j'avais déjà la réponse de si je partais.
Donc, je crois que ça devait être octobre, novembre. Je sais que fin novembre, j'avais eu l'entretien de motivation. Euh, donc, j'ai eu la réponse 2 semaines après, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ils devaient décider aussi, parce qu'en même temps de notre motivation, il y a aussi une décision, on va dire, supérieure entre eux, où ils doivent décider qui est-ce qui a 3 mois de stage et qui est-ce qui a 6 mois. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la motivation se situe surtout pas au fait que j'ai envie de travailler en Allemagne, j'ai envie de vivre en Allemagne, bien sûr, effectivement, mais savoir qui est-ce qui a 6 mois, qui est-ce qui a 3 mois, c'est entre guillemets parier. Quelqu'un qui a 6 mois, c'est entre guillemets parier sur quelqu'un qui va réellement s'insérer pour eux. Parce que le but, quand même, de Pôle emploi, c'est de ramener les gens au travail, enfin, en tout cas, à l'accès au travail. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils regardent. Ouais, Si c'est non, pour aller c'est en sûr. tourisme, ça marchera pas. Non, tout. c'est clair, c'est clair. Non, 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 ouais, toi tu veux un stage juste pour aller faire la fête en fait dans les bars de Ouais. Berlin, non, ça va pas. Et Ouais, et puis donc, je peux vous dire qu'on fait pas du tout la fête tous les soirs à Berlin. Je non, pense on en reparlera après, mais d'accord. sachez-le qu'en stage, on fait pas du tout la fête tous les soirs. Ouais, non, c'est clair, j'imagine, ouais. Est-ce que donc toi t'étais dans un état, j'imagine, de super excitation avant de partir? Oui. Ah Ouais. ouais, moi je comptais les jours, etc. Après, donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le stage avant de partir, c'est l'association euh, euh, financée par Pôle emploi, pas déléguée à Pôle emploi, en fait, qui, qui cherche le stage et qui cherche le logement pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu n'as même rien à faire si tu as envie avant de partir. Et donc, du coup, à partir du moment où ils m'ont trouvé le stage, l'endroit où j'allais le faire, ben, ça s'est enchaîné très vite parce que j'ai eu un entretien avec cette personne. La personne a dit oui pour me prendre en stage et ensuite, eh ben, je suis partie 1 semaine après. Donc, ça va très vite après aussi. Euh, c'est pour ça que la préparation, elle est plus psychologique qu'administrative, comme je dis toujours. Mais ce qui est important, enfin voilà, il faut aussi arriver à canaliser son excitation, même si on adore ça, même si on s'imagine beaucoup de choses. Ben, après, à un moment donné, il y a la réalité qui revient. Mais moi, je dis toujours, quand on arrive à s'émerveiller de ce qu'on a tous les jours, c'est qu'on a tout gagné. Ouais, C'est tout. c'est très bien dit, ouais. Mais ouais, parce que du coup, ouais, surtout au niveau du logement, si t'avais une aide, ça c'est quand même génial. Oui. Donc Oui, du parce coup, qu'après, donc, chaque pays a ses règles, entre guillemets, d'administratif pour savoir comment accéder à un logement, quel papier à donner, etc. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, ben, le logement, en fait, il est tout trouvé. On a juste à amener nos valises. On nous dit l'adresse, il y a quelqu'un qui nous accueille. Et voilà, tout simplement, on n'a pas besoin de faire plus que ça. c'est Et fantastique. ça, c'est génial. Franchement, c'est la plus grande aide du monde. Même le Mais stage à côté, c'est presque rien. c'est clair. Et mais tu sais que moi, je vais raccrocher avec toi, là, je vais aller sur Google, je vais taper Erasmus++, et je vais regarder si je peux pas trouver quelque chose, hein. Ah bah vas-y, hein. Bah attends, là, Je t'es t'en servi prie. sur un plateau d'argent, en plus t'es aidé par Pôle emploi. Même si tu pars 3 mois, 6 mois même si c'est un pays qui t'attire pas forcément, mais tu vas apprendre quelque chose de nouveau, mais enfin, je trouve ça génial, quoi. Oui. En fait, Donc, ils considèrent que c'est une sorte de remplacement à une formation en langue classique où tu serais ben, sur les bancs de l'école à apprendre de l'allemand, voilà, H24, bah, voilà. c'est ça. Ah oui, alors du coup, bah, revenons-en à ça. Donc, quand toi, t'es arrivé le premier jour et que t'as commencé à entendre des vrais Allemands parler, comment tu t'es senti? Ah ben, moi, au début, bah, alors du coup, j'étais quand même un petit peu habituée parce que vivant de l'autre côté de la frontière, on va quand même souvent en Allemagne. Je sais, et je dis toujours parce que ça m'avait trop marqué. J'ai une amie qui m'a dit oh, la première fois que je suis allée dans un supermarché allemand, mais j'étais perdue. Et moi, j'étais là, bah, en fait, chez nous, c'est tellement normal que voilà, ça m'est pas arrivé cette situation. Mais les situations les plus cocasses en général que j'ai avec la langue, et c'est dans le genre, comme moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très cérébral, bah, des fois, je j'écoute pas attentivement les gens parler, même si je les écoute, mais entre guillemets, pas mot à mot. Et donc, comme en français, ben, le français, c'est la langue que je connais depuis toujours. Donc, au pire, si je loupe un mot, c'est pas grave. Mais en allemand, des fois, je suis un peu genre, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter parce que là, j'ai loupé un mot. C'était peut-être celui-là qu'il fallait pas louper. Ah, ouais, Et, là, mais sinon, aussi, ils ont un accent. Enfin, chaque région a un accent. Moi, je trouve qu'à Berlin, il est pas si fort que ça, même si beaucoup de gens le disent. Moi, je trouve qu'il est moins fort qu'en Bavière, par exemple, ou même en Suisse, si on peut en parler jusque-là. mhm. Voilà, mais c'est vrai que entendre des Allemands parler, moi, en fait, j'ai tout de suite été dans le bain, j'ai tout de suite adoré. C'était plutôt genre, enfin, enfin, j'ai des gens qui parlent allemand autour de moi et c'est génial. Oh, Ce qui est génial. dur au début aussi, c'est tout ce qui est pas forcément parlé, mais que des petits mots qui te servent tous les jours. Par exemple, sur les portes, pousser, tirer, ou par exemple,
les directions, les transports en commun, les métros, sortir ici, changer ici, etc. C'est des petits mots qui te servent tout le temps, toute ta vie, mais au début, tu es un peu perdu. D'ailleurs, au début, je me perdais toujours dans les transports berlinois. C'était très rigolo parce qu'on m'attendait quelque part, mais en fait, j'y allais pas. Mais bon, c'est pas grave. À la fin, je me suis repérée. Tu vois, je sais Il pas m'a pourquoi, fallu mais un bon mois. je me suis dit s'il y avait bien des transports qui devaient être vraiment très clairs et précis, ça aurait été bien en Allemagne. Bah oui, mais c'est plutôt peut-être, je sais pas, une envie de tout voir, tout découvrir, ou je sais pas trop de concentration, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est arrivé à plein de gens. Enfin, le problème, pour moi en tout cas, c'est qu'en fait, il y a c'est une grande ville forcément, il y a beaucoup d'arrêts où il y a beaucoup de transports différents, donc des trams, des métros, des S-Bahn, qu'on dit que c'est à peu près des RER, même si c'est pas exactement ça, mais ça ressemble à ça. Et donc, du coup, on est perdu. Par exemple, à Alexanderplatz, la place principale de Berlin, je sais pas, il y a au moins 5 arrêts différents pour 5 choses différentes. Et puis d'autres fois, c'est mélangé, etc. Donc, c'est assez complexe. D'accord. Et donc, du coup, en dehors de ça, bon, comme toi, tu étais près de la frontière, j'imagine qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop de choses qui t'ont choqué au niveau de la culture. Dans la culture, en fait, non, je m'y attendais. En fait, je m'attendais à ce qui allait se passer, mais comme je l'avais pas vécu aussi, des fois, ça m'a un peu, pas choqué, mais déstabilisé plutôt dans ce sens-là. Par exemple, moi, c'est surtout que la nuit tombe tôt, par exemple, et à Berlin, surtout l'hiver, euh, ça, genre à 15 heures, des fois, ça arrive qu'il fasse complètement nuit, par exemple. Et donc, du coup, moi, souvent, ce qu'on disait, du coup, on se demandait pourquoi les Allemands mangeaient tôt. En fait, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, autant manger tôt. Après, on a toute la soirée pour digérer, et voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, ça fait très bizarre quand on vient en France et qu'on dit, excusez-moi, moi, à 6 heures, je mange, mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais ouais, c'est vrai, au niveau du choc culturel, ça me l'a beaucoup moins fait. C'était plutôt, c'était pas vraiment culturel. Moi, je dis toujours, c'est plutôt je dis administratif parce que je sais pas comment dire comme autre mot, mais c'est tout ce qui est papier que je n'aurais jamais fait en France ou que je n'aurais pas autant refait en France parce que comme on est français en France, on a des avantages à ne pas être étranger en France, et en Allemagne, on est forcément en tant que Français étranger en Allemagne, et on a des choses à faire que les Allemands en Allemagne n'ont pas à faire. Ouais, tu aurais Ce qui paraît logique. Ouais, est-ce que tu aurais quelques exemples par hasard? Par exemple, si on reste avec Pôle emploi dans ce sens-là, parce que ça existe, le portage des allocations à retour emploi, donc c'est-à-dire que pendant 3 mois, je crois, si je m'abuse, tu peux avoir droit à tes allocations retour emploi si tu déménages dans un pays étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ça, par exemple, tu as 1 semaine pour le faire. Donc d'un côté, tu n'as pas envie de dire, bon, au pire, je suis demandeur d'emploi, j'ai le temps, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, ce que tu n'imagines pas, c'est que ça, c'est la loi en France. Mais la loi en Allemagne qui dit qu'un étranger a droit à ses allocations retour emploi, elle est différente. C'est-à-dire que pour que la personne ait droit à ses allocations retour emploi, il faut qu'il ait trouvé un logement légal, forcément, un logement légal en Allemagne, et que pour trouver ce logement légal, il y a un fameux papier qui est l'Anmeldung, qui est tout simplement un papier que ton propriétaire te donne pour t'inscrire à la mairie, puisque ça marche comme ça. Il faut juste s'inscrire à la mairie, et après on est enregistré, et on peut avoir accès à tout un tas de choses, comme par exemple tout ce qui est Internet, enfin les box, etc. C'est un numéro qui sert dans toutes les administrations comme un numéro de sécurité sociale. Et à Berlin, c'est très compliqué d'avoir ce genre de papier, car les logements, il y a beaucoup de sous-locations qui sont illégales, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de logements qui tournent très vite. Et donc en 1 semaine, avoir l'Anmeldung plus le droit au chômage porté à l'agence pour l'emploi en Allemagne, c'est très compliqué parce qu'il faut que tu aies le papier, que tu aies le rendez-vous avec la personne à la mairie, puis ensuite tu vas le rendez-vous avec la personne de Pôle emploi, et ensuite le papier officiel. Wow. Et encore, ça c'est des étapes les plus simples, on va dire. Donc il faut quand même penser aussi à certaines fois, je dis pas à laisser tomber certaines choses, mais en tout cas à se préparer à ce genre de choses, qui est que la France dit certaines règles pour certaines conditions pour des choses, mais par contre le pays en face, il dit d'autres conditions pour certaines choses. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je dis souvent à faire attention, parce que on se fait souvent avoir, et après c'est là qu'on se retrouve à faire des expatriations malheureuses, malheureusement. C'est ça. Là, en plus, tu viens de dire que des fois, il y a des logements qui sont, enfin même Oui. rien qu'au niveau du logement, quoi, faire super gaffe à ce qu'on loue. Ainsi, à Berlin, c'est très cher. Bon, ça, après, c'est autre chose. Bon, je pense que s'il y a des gens qui viennent de Paris, ça va pas les changer beaucoup. Mais je veux dire, Berlin a une image, on dit toujours sexy mais pauvre. Mais en ce moment, les logements, ils ont été obligés de faire des lois pour éviter que les loyers soient supérieurs à un certain montant.
qui a été en vigueur, je crois, il y a quelques semaines ou cette semaine, je ne sais plus. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est que vous payez, c'est aussi quelque chose qui, moi, me gênait parce que moi, j'aime beaucoup être seule, avoir mon logement seul. Vous payez en tout cas un logement seul, par exemple 750 €, donc il y a un prix tout à fait raisonnable pour Paris, mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre. Et vous avez un salaire, les salaires allemands ne sont pas toujours très élevés pour certaines branches en fonction de ce que vous faites. Car l'Allemagne, par exemple, a un système qui s'appelle les mini-jobs, qui est un système de travail en fait, qui est limité en nombre d'heures par semaine, mais qui est aussi limité en salaire et aussi limité en droits sociaux. Notamment, ce mini-job, par exemple, on n'a pas le droit à la sécurité sociale, par exemple. Vous devez la payer en plus, etc. Et donc, tout ça, toutes ces petites choses-là, ça fait que certes, sexy mais pauvre, mais au bout d'un moment, pauvre, on a envie de manger. Je ne sais pas comment dire, mais on a des choses à payer, à vivre, et on a des envies. Moi, je veux dire, quand je suis partie, j'avais quand même 22 ans, ça me faisait quand même un petit peu chier de payer un loyer pour rester le week-end à Berlin. C'est ça. Et voilà, donc c'est des choses à penser. Et je pense quand même que ça va aller quand même dans le mieux. Il faut toujours espérer que ça ira quand même dans le mieux et pas dans le pire. Mais à l'heure actuelle, trouver un logement sur Berlin, c'est possible, c'est totalement possible. C'est très dur, par contre. D'où le programme de mobilité qui aide, parce qu'en plus, pendant tout ce temps de recherche, vous êtes sur place, techniquement, vous avez déjà le logement prévu. Pas du tout, en plus, les mêmes règles sanitaires qu'en France. Bon, après, là, on n'est pas non plus dans un extrême total, mais voilà, il y a plein de règles qui sont différentes et il faut les prendre en considération aussi. Non, c'est clair, c'est important de le signaler, c'est clair. Parce que toi, du coup, ton stage s'est tellement bien passé que du coup, tu es restée. Oui. En fait, alors juste, je précise parce que le stage où j'étais à la base, c'était une styliste qui avait sa propre marque qui s'appelait Elena Nanko. Cette femme avait une boutique vraiment dans le centre de Berlin et j'y suis restée j'y suis restée 1 mois et demi, voilà. Car en fait, elle a eu des travaux devant sa vitre et elle n'était pas au courant. La vitre, pardon, comment ça s'appelle ? La vitrine, voilà, en français. Et elle n'était pas au courant de ça, et donc elle a contacté son propriétaire pour lui dire pourquoi il ne l'avait pas prévenu, et donc ça s'est fini quand même, pas au tribunal, mais en tout cas, il y a eu des démarches judiciaires de fait, car du coup, elle a perdu un chiffre d'affaires, forcément, et elle s'est dit, moi, je ne te garde pas en stage parce que ça ne va pas être intéressant, tu ne vas pas apprendre, on va juste faire un déménagement, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai changé de stage. Je me suis mis à la recherche d'un stage moi-même. Il faut savoir qu'entre Elena Nankou et le nouveau stage que j'ai eu, j'ai fait un stage d'1 semaine que je n'ai même pas fini parce que j'ai subi du harcèlement moral. Voilà, donc ça arrive, voilà, aussi, à l'étranger, tout simplement parce que la personne considérait que le stagiaire devait tout savoir faire, en sachant que un stagiaire n'est pas censé savoir faire quelque chose. Un stagiaire, il est là juste pour t'aider. Si en plus il est productif, c'est génial, mais s'il ne l'est pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, et après, j'ai trouvé par moi-même, j'ai envoyé 2 mails, je me rappelle très bien, j'ai envoyé 2 mails à 2 personnes différentes, dont une qui était directrice des costumes du théâtre, en sachant que j'ai trouvé son mail tout simplement sur Internet, sur le site du théâtre, parce que ça c'est un truc très allemand, en tout cas pas français. C'est en fait tous les chefs de département ont une adresse mail ou un contact sur la page du théâtre en tout cas. Et donc elle avait son adresse mail et je lui ai envoyé ma candidature comme ça, un peu vraiment au hasard. Je pensais jamais que ça allait marcher, jamais du tout. J'étais juste passée devant le théâtre, je trouvais ça joli, mais littéralement, parce qu'en plus, forcément, de nuit, il y a des belles lumières, etc. Donc, on était passé devant, j'ai trouvé ça joli, je me suis dit, oh, ça doit être beau dedans, je vais candidater. J'ai candidaté, 1 heure après, elle m'a dit, vous êtes disponible pour un entretien ? J'ai fait, oui, allons-y. Mais c'est fou, ça. Ouais. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à un entretien avec cette personne quelques jours après. Je sais qu'il y avait un petit week-end férié en ce moment-là. Voilà, je me suis retrouvée, elle a dit, de toute façon, moi je vous prends directement, c'est juste que je voulais un peu voir comment vous étiez pour pas être trop surpris, quoi, en fait. Et voilà, donc après, j'ai fait, du coup, ça faisait 4 mois et demi de stage là-bas, en sachant que j'avais préparé le nouveau spectacle, parce qu'à l'époque, on était vers mai, juin, quelque chose comme ça, et tous les 2 ans, en septembre, ils changent leur spectacle, donc j'ai vraiment pu apprendre beaucoup de choses, que ça soit techniquement ou que ça soit... sur le fonctionnement d'un département costume, que ce soit sur les tissus, etc. Rien que sur le vocabulaire, parce que, aussi, petite parenthèse, dans mon métier, dans la couture, par exemple, le vocabulaire, en fait, est pas très... C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Il y a des dictionnaires professionnels, ça existe pour beaucoup de branches, mais c'est quelque chose que j'aurais jamais appris sur place, ou que ce soit dans une école, que ce soit à l'école classique ou même dans une formation professionnelle. Donc voilà, c'est par exemple ce genre de métier où un stage peut être vraiment intéressant. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, j'étais dans le milieu de la sidérurgie.
Ah bah, Bah, à je l'école, connais. on m'avait jamais appris enfin, des mots techniques de mécanique enfin, ou d'électricité ou des choses. Et c'est vrai que j'ai eu des sacrées expériences où des fois les gens ils me disaient comment ça tu sais pas ce que c'est un bearing? Et j'étais bah non, je sais pas Oui, c'est quoi un bearing. Mais t'as dit que exactement. tu étais ingénieur? Oui, ingénieur en France. Et toi, du coup, ils étaient assez patients avec toi? Oui, moi Oui. j'ai vraiment de la chance sur ça. Après, moi je mettais, je sais pas toi ou les autres personnes, moi en tout cas je mettais un carnet à côté de moi où je notais en fait les mots que j'avais appris. Et après, ben, de toute façon, je me suis rendu compte de ceux que j'ai réutilisés beaucoup. Donc ça rentrait petit à petit, voilà, par la suite. Ouais, Et non, moi je faisais pareil aussi, je notais tout sur un petit carnet dès que j'apprenais un nouveau mot et le soir en général ou le lendemain, je re-regardais pour être sûre que ça rentrait en fait. bah oui. Ouais, non, c'est super. Bon, maintenant ça va, on a les téléphones, en plus on peut taper dans nos notes, Oui, je donc faisais des captures aussi. J'ai ouais, des mois où c'est plein de captures de mots, quelque chose. excellent. C'est vraiment. Ouais, non, mais du coup, mais c'est fou que, enfin, tu vois, en marchant dans la rue comme ça, comme les choses, parce que ouais, pour eux, du coup, prendre un stagiaire, ça leur coûterait rien en fait, Oui, financièrement. parce que grâce à la bourse Erasmus, ils ont absolument aucun besoin de charge en fait. Derrière, c'est aussi d'ailleurs un des avantages, c'est de pouvoir se proposer entre guillemets à des entreprises qui nous auraient peut-être pas prises s'il y avait une charge derrière d'indemnité en fait. Parce Mhm. que enfin, oui aussi en Allemagne il y a des indemnités à partir de 6 mois de stage aussi, comme je crois que c'est comme en France, mais j'en ai aucune idée. Mais voilà. Mais du coup, si par exemple, tu veux absolument aller dans une ville ou dans un pays et Pôle emploi n'a pas d'annonce à proposer pour un stage dans cette région, est-ce que tu peux te permettre déjà de démarcher des personnes? Et puis une Oui. fois que tu trouves, tu peux dire à Pôle emploi, ben regardez, j'ai trouvé une entreprise qui serait prête à m'accepter, est-ce qu'on peut faire cette démarche de Erasmus++. Plus, plus, plus. En fait, Mais j'ai envie c'est de lui mettre mignon. même 5 plus, ça, parce que c'est fantastique. Erasmus plus. Oui, en fait, c'est à partir du moment où tu as le. Bon, moi, c'était par mail, mais ça doit être toujours par mail. Tu as le mail de confirmation comme quoi tu es pris 3 mois ou 6 mois en stage. Tu as un laps de temps. Alors, à l'époque, pour moi, c'était jusqu'à décembre, donc ça faisait un mois et demi, quelque chose comme ça, où tu peux trouver par toi-même le stage. Moi, je ne l'ai pas fait, bah, tout simplement parce que déjà, à cette époque-là, je travaillais sur les marchés de Noël, donc c'était déjà assez Mhm, contraignant, mais aussi parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi tenter l'aventure avec quelqu'un qui le trouve, parce qu'en général, ils ont une sorte de base de données avec des gens avec qui ils travaillent beaucoup, et mhm, ils n'ont qu'à les appeler et à proposer leurs stagiaires, en sachant que, oui, alors peut-être le deuxième stage, celui que j'ai trouvé par moi-même, je ne l'aurais sûrement pas trouvé par eux, ça certes, ça c'est la vérité tout simplement, mais voilà, c'est le moment qui a fait que j'ai changé et j'ai trouvé ce stage-là. Mais en tout cas, le premier stage que j'avais était aussi très très intéressant. moi, je trouve ça trop bien que tu as retourné une situation, enfin une chose négative qui était en train de se produire en du positif. Tu t'es pas laissé Oui, démoraliser en disant ah bah zut, mon stage il va oh, déjà s'arrêter. Donc ça c'est franchement bravo à toi en tout cas. merci. Bon, ça faisait un peu peur aussi quand même. Mais Ouais. par contre, j'ai eu la chance d'avoir une personne, enfin, Elena Nancool, ma première tutrice de stage, a été très sympa de me faire un stage, de me signer la fin du stage le jour où j'en avais besoin et de ne pas avoir de trou dans mon programme. Mais c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose. J'ai eu une autre amie qui a eu le même souci au même moment que moi pour une autre raison. C'était elle qui demandait à changer de stage car ça se passait pas bien avec son tuteur de stage. Donc vous voyez, des fois, ça peut arriver que ben, ça se passe mal, qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui rentrent en jeu. Et cette personne, en plus, mon amie a trouvé aussi par la suite un autre stage par elle-même. Donc voilà, tout est possible. Il suffit juste de ne pas avoir de trou de stage. Bien sûr, vous avez le droit aussi d'abandonner le programme. Bon, là, il y a d'autres choses financières et administratives qui rentrent en jeu, forcément. Mais voilà, c'est pas parce que le stage s'arrête à un moment donné ou parce qu'il y a des problèmes dans votre entreprise que il faut pas se relever les manches et puis trouver un autre endroit. C'est plus simple à dire qu'à faire, certes, mais après, à un moment donné, c'est la contrainte crée l'opportunité. Comme dit toujours ma maman, voilà, je cite ma maman, Waouh. j'ai envie. Mhm. Donc la contrainte crée toujours l'opportunité. Ça veut dire que dès que vous avez un problème dans votre vie, ben, il y a toujours quelque chose de bon qui en ressort, quoi que ce soit. Donc moi, Mais j'ai perdu un stage pour un meilleur stage qui en plus m'a accueilli après en contrat de travail. Voilà. et tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que tu viens de me rappeler que moi, bah, ça m'est arrivé en France, hein, où j'avais commencé un stage. Ça allait pas en fait. Moi, je rentrais chez moi tous les jours en pleurant,
entre midi, tellement ça se passait super mal avec mon tuteur de stage. J'étais tombée dans son service alors qu'il avait rien demandé et il me l'a bien fait comprendre. Et au final, oui, au début, je rentrais en pleurant tous les jours en me disant, punaise, mais j'ai encore 2 ans à faire comme ça, mais comment je vais tenir? Et au final, voilà, comme tu l'as expliqué, non, j'ai remonté mes manches. Et je me suis dit, maintenant, il est temps que moi, je tourne la situation à mon avantage. Et voilà, je me suis aussi trouvé un stage ailleurs qui s'est très très bien passé, où j'ai appris énormément de choses. Et donc voilà, ouais, non, c'est sûr, c'est des moments difficiles où on pleure et où on dort pas beaucoup la nuit, mais ça passe. Je dis, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, de toute façon, la vie, hein, Je c'est comprends. comme j'allais dire un roller coaster, je sais même pas comment on Voilà, dit. yeah. Voilà, mais c'est quoi C'est en français, je ne sais pas. montagne russe, montagne Voilà, russe. montagne russe, dès que tu te sens au fond du trou, sache qu'il va y avoir à un moment donné, t'es plus très loin d'arriver en haut où ça va être un moment de folie. Donc c'est très bien dit. Donc toi, oui, tu as fini ton stage et tu es resté au final. Oui, alors du coup, ouais, je parle juste un petit peu comment c'est passé Oui. parce que c'est pas simple aussi cette période-là en fait où on fait. Alors bien sûr, un programme de mobilité, c'est génial pour partir, mais il y a toujours une petite période où c'est un petit peu le compliqué, Oui. où entre guillemets, si tu ne rentres pas en France, ben c'est un peu compliqué. C'est juste compliqué administrativement parlant, car tu changes de statut, car jusqu'à la fin de ton programme de mobilité, entre guillemets, tu es considéré comme français, donc tu as tout le droit à tous les avantages de la France. Je parle de sécurité sociale souvent parce que c'est quelque chose d'assez connu, mais plein d'autres choses différentes qui viennent avec. Moi, donc, de toute façon, j'ai toujours voulu vivre en Allemagne et travailler en Allemagne. Donc, dès le début de mon stage, entre guillemets, enfin, même même les trois quarts, le milieu, les trois quarts de mon stage, j'avais déjà parlé à ma directrice de cette possibilité de rester si elle avait une offre d'emploi. Elle en avait une. Par contre, c'était pas elle qui décidait, car il y avait le directeur du palace, le directeur du théâtre qui décidait après elle. Et donc, j'ai eu un contrat qui était de 3 mois seulement au début. Donc, en fait, quand il a fallu faire ce changement, j'ai dû signer, au lieu de signer un contrat de stage, j'ai signé un contrat de travail, forcément, qui engendre d'autres devoirs et possibilités, mais du coup, envers l'État allemand, dans ce cas-là, dans mon cas. Et il a fallu donc, par exemple, quitter mon appartement, puisque mon appartement était réservé uniquement aux gens en mobilité, par exemple. Donc, j'ai cherché un autre appartement. Juste, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour montrer ça, c'est que j'ai fait un appartement avec lequel j'ai tenu 3 jours, parce que c'est même pas moi qui ai tenu 3 jours, c'est la personne qui m'a virée parce que je fermais trop fort la porte. Voilà. Et c'est une histoire vraie. Donc, du coup, voilà, je me suis retrouvée, alors pas à la rue, parce qu'il y a un délai de 2 semaines légal pour tout ce qui est location. Wow. Et sous location légale, hein, je parle, parce que sous location légale, ça existe bien sûr. C'est des sous-locations qui sont tout simplement déclarées aux impôts. Et donc, du coup, j'ai trouvé une dame qui était vraiment géniale. C'est ma Brigitte d'amour. En fait, j'ai vécu avec une dame de 60 ans, voilà, 67 ans, pendant le reste le reste de mon expatriation, techniquement, qui était géniale parce que justement, c'était une personne qui me laissait vivre et qui n'avait pas besoin de quelqu'un. En fait, il avait besoin de quelqu'un financièrement parlant pour payer son loyer, malheureusement, mais aussi juste pas quelqu'un avec qui elle allait parler tout le temps ou en tout cas passer ses journées. Et elle n'allait pas me faire chier, par exemple, si elle m'a dit si tu rentres de boîte à 3 ou 4 heures du mat, je m'en fiche complètement, tant que tu fasses pas la folie, tant que je tape pas et tout ça exactement quand je rentre. Mais donc, il a fallu, donc pendant 2 semaines, j'étais un petit peu, pas SDF, mais j'ai quand même déménagé 3 fois en 2 semaines. Du coup, une fois pour le premier appartement, une autre fois pour Brigitte, non, 2 fois, pardon, ouais. 2 fois en 2 semaines. Et donc, du coup, il y a eu ça. Et en même temps, tu dois, du coup, signer un contrat de travail. Donc, qui t'engage à devoir, par exemple, t'inscrire à une sécurité sociale allemande, parce que la sécurité sociale allemande, il n'y en a pas qu'une, il y en a il y a des milliers de sécurité sociale allemandes. Oui, je ne peux pas dire plus précisément parce que c'est vraiment des milliers. Par exemple, chaque grande sécurité sociale a son antenne de quartier, de région. Donc, forcément, c'est découpé. Et donc, tu dois choisir ta sécurité sociale, par exemple. Tu dois t'y souscrire et pour ça, tu dois avoir l'appartement. Donc, tu dois avoir la fameuse Anmeldung, toujours, le même problème. Et donc, tant que moi, par exemple, je suis inscrite avec mon premier appartement chez qui j'ai été virée. Et ensuite, il a fallu m'inscrire avec le nouvel appartement. Donc, pendant, on va dire, un mois et demi, c'était assez compliqué. Voilà, c'était plutôt ça qui a été, c'est vraiment administrativement, ça a été compliqué. Et en plus, dans mon travail à cette époque-là, parce qu'on m'a gardée pour que je fasse la première du nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on est vraiment dans la période de stress intense où, en plus, on fait des heures à rallonge, des heures supplémentaires, payées, voilà, des heures supplémentaires. Et en plus, on fait des répétitions sur scène qui prennent énormément de temps. Parce qu'en fait, si on fait ce qu'on appelle une filature, donc c'est-à-dire qu'on regarde le spectacle de A à Z pour savoir comment ça se coordonne.
Et donc, dès qu'il y a un problème, alors qui peut être minime, etc., on arrête et c'est pour ça qu'on fait des heures sup, c'est qu'en fait, ça peut finir à 18h, 20h le soir. Donc, c'est-à-dire que si en plus tu rentres à 20h le soir et que tu ne te sens pas bien chez toi, ça devient compliqué. Mais voilà, c'est toute une période assez stressante et assez compliquée à gérer. Mais après, dès qu'il n'y a plus de papier à faire, dès qu'il n'y a plus d'administration, parce que pour moi, c'est pas un gros mot de dire administration, mais en général, on n'est pas très préparé à ça. Déjà, en France, on n'aime pas ça. Mais les Allemands, ils aiment beaucoup l'administration aussi. Ça ne change pas beaucoup, ça. Donc, voilà. Et donc, après, on peut profiter de tout ce qu'on a à faire, mais aussi, en même temps, comme tu vois, dans ces mois-là, on est fatigué, on n'a pas envie de sortir. Il y a aussi des mois où il fait très froid, il y a des choses comme ça. Le métier que je fais aussi, que j'ai fait à l'époque, c'était un métier où il y a du travail de nuit, il y a du travail tard, il y a du travail tôt. Ça dépend du besoin. Il y a du travail le samedi, dimanche aussi, forcément. Et donc, voilà, c'est pas la même vie. Moi, ça me gêne pas, personnellement. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. D'accord. Ouais, mais après, tu étais payée, comme tu disais. Oui. Ouais. Donc, ça, je pense que ça devrait... pour un même travail, je pense qu'en France, ça devrait certainement être pareil. Non. Oui. Ouais. Et comme tu as du coup en fait, t'as les difficultés en plus liées à l'expatriation, tu vois, qui rentrent en jeu. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé une conférence, je me permets de le dire maintenant, comme ça a à voir, créer une conférence exprès sur ça, qui est le mindset de l'expatrié. Donc, c'est toutes les difficultés auxquelles on a affaire quand on est expatrié, dont on ne s'en rend pas compte, et qui viennent en plus de notre expatriation, parce qu'entre guillemets, en tant que Français en France, il y a des choses qui ne sont pas problématiques, car elles sont simples, ou alors c'est des choses qu'on nous a tellement enseignées, ou alors c'est des choses tellement faciles à trouver la réponse, qu'on n'a pas ça à penser dans notre tête. Et donc, c'est des choses qui viennent en plus dans ton expatriation et qui font que tu es fatigué, etc. Que tu as des périodes de mood down, comme je dis toujours, des choses qui viennent en plus dans ta vie. Donc, plus tu les prépares, plus tu les sais et plus tu peux profiter du moment présent et du moment post-problématique lié à l'expatriation. Voilà, non, mais c'est vrai. Du coup, profitons-en. S'il y a des personnes en écoutant cet épisode qui sont très intéressées de s'expatrier en Allemagne. On mettra dans les descriptions du podcast ton site internet. Oui, donc moi j'ai un site internet qui s'appelle Currywurst et Bagatelle. J'aime bien ce nom-là, donc c'est comme ça que je l'ai trouvé. Je trouvais que ce que j'aimais, c'est d'avoir une référence allemande et une référence française, mais un peu légère, pas problématique du tout. Car moi, du coup, je suis conseillère en mobilité, c'est-à-dire que j'aide les personnes à préparer et à vivre pleinement leur expatriation en Allemagne, puisque je ne connais que ça et que j'adore ce pays et que je peux en parler pendant des heures. C'est pour ça qu'il faut me calmer, tout simplement. Du coup, sur Currywurst et Bagatelle, donc il y a un blog à la base, donc qui est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Pinterest, et même YouTube, parce que je fais des lives aussi pour parler de toutes les difficultés liées à l'expatriation en Allemagne. Moi, mon concept, c'est vraiment de proposer aux gens qui veulent s'expatrier de préparer leur expatriation, notamment par un programme de mobilité, car je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment. Comme je l'ai dit précédemment, je n'aime pas avoir des gens qui arrivent comme ça avec juste l'idée de s'expatrier, qui arrivent dans le pays du jour au lendemain sans préparation et qui vivent une expatriation désastreuse. Ça, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, en fait, pour moi et même pour la personne en face. Et donc, du coup, j'ai créé un programme de conférences en ligne pour l'instant, qui sont dans le but. Voilà, le but, c'est qu'en 2021, je fasse une formation donc sous forme de vidéo, une petite vidéo à regarder chez toi où tu veux pour ça. Ouais. Et donc, j'ai fait 3 conférences différentes. Une, c'est le mindset de l'expatrié. Donc, comme je te dis, c'est sur les difficultés rencontrées pendant l'expatriation et trouver des petites solutions de développement personnel. Et de développement personnel, de mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, le mindset, si jamais quelqu'un ne connaît pas, pour avoir du coup un état d'esprit positif en expatriation. J'en ai fait 2 autres, là, juste en décembre, qui sont être étudiant et partir en Allemagne. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont soit étudiantes, soit qui sont avant leurs études ou qui veulent se renseigner, qui sont même en reconversion, tout simplement pour savoir quelles sont les possibilités de mobilité pendant les études, car c'est possible aussi. Et donc ça, c'est du coup le fameux Erasmus qu'on entend souvent pendant les études, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui peut être du coup très bénéfique si tu veux, si tu as un projet d'expatriation ou même tout simplement pour toi et ton futur, tout simplement.
Et aussi donc, la troisième conférence, c'est la mobilité professionnelle en Allemagne pour tous. Donc, c'est tout simplement une mobilité, comme j'ai fait, donc le stage, par exemple, le stage Erasmus+, de Pôle emploi, on en parle, mais il y a d'autres possibilités de mobilité. Donc, ça, c'est quand tu es en dehors des études, donc le fameux plus du Erasmus+. Voilà. Et moi, tout mon concept est basé sur le fait d'inclure vraiment toute une préparation psychologique et un mindset positif à l'expatriation. Et donc, voilà, valoriser, préparer son projet, le valoriser et aussi savoir si, le mûrir en fait. Car il y a souvent, alors je ne sais pas si on le sait, mais souvent entre le moment où on postule à quelque chose, à un programme de mobilité, ou même techniquement à un travail à l'étranger, parce que ça doit être ça aussi, il y a un temps entre ce moment-là et ce moment où on y est réellement. Et toute cette période peut être du coup propice à mûrir sa réflexion, car tant que la chose n'est pas faite, elle n'est pas faite, ça peut changer. Alors autant, parce qu'il y a des gens malheureusement qui ne sont soit pas faits pour l'expatriation, soit qui n'aiment pas ça et qui ne s'en rendent pas compte avant d'être sur place. C'est clair. Et voilà. Et donc ça, ce qui est pas mal, c'est aussi de pouvoir dire non quand il le faut. Non, c'est génial. Ah. Non, je trouve que plus les années passent, bon déjà là-bas je suis triste de vieillir, mais alors là encore plus parce que du coup je me dis déjà je peux pas profiter de tous ces avantages et là en plus tu offres des solutions, des aides, des formations que nous on n'avait pas au moment où on est parti et je trouve ça tellement génial. Parce que même si on se prépare quand même, il y aura quand même une grosse part d'aventure une fois sur place parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais mais si tu te prépares après l'aventure se trouve, ne t'inquiète pas. Il y en aura plein des aventures sur place. Mais ça, c'est des choses que tu peux contrôler, qui vont te permettre de dormir bien le soir pour pouvoir mieux en profiter le week-end. Donc, essayons de faire les choses quand même correctement pour en profiter pleinement, justement. Oui. Le fait, je dis toujours, le fait d'être indépendant et donc pas relié à un organisme de formation, quel qu'il soit, ça permet justement d'avoir vraiment cette vue d'ensemble sur toutes les possibilités et aussi pour quel profil il fait, sans avoir forcément quelqu'un derrière moi qui me dit il faut essayer de vendre mon truc. Voilà, tout simplement, parce que moi, j'ai rien à vendre en fait. Et moi, j'ai aucune formation à vendre. C'est juste que j'ai à vendre, c'est mon expertise, mon expérience, ce que moi, je peux vous apporter. Et puis après, tout ce qui est administratif, programme que vous choisissez, ça, c'est l'organisme qui fait, tout simplement. Génial. Et du coup, si la Bertie d'aujourd'hui à qui je parle, elle peut parler à cette... Donc, tu avais dit que c'était en mars 2016 ou 17 2018. 18, pardon. Ouais. Si tu pouvais lui glisser un petit mot à l'oreille, lui chuchoter quelque chose. En fait, quand on part, en fait, il faut surtout se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire le contraire, tout simplement parce qu'ils ont peur pour X ou Y raison. Mais c'est leur propre peur qui projette sur toi. Donc, en fait, il faut tout simplement se lancer et suivre son idée, même si l'idée, à la fin, elle se révèle comme étant pas ce qu'on veut. C'est toujours ça qu'il faut faire. Car moi, je voulais préciser, pour tout ça, pour tous les gens qui nous écoutent, c'est que tout simplement, moi, dans mon entreprise, dans mon théâtre, le Friedrichstadtpalast à Berlin, j'ai eu l'occasion quand même de travailler sous la responsabilité de Jean-Paul Gaultier et de Philippe Tracy, donc qui sont deux grands noms de la mode. Et donc, je n'aurais jamais eu cette possibilité-là en France. De par mon diplôme qui est entre guillemets pas le diplôme conseillé pour tout ce qui est haute couture ou en tout cas toutes les maisons de mode parisiennes, mais tout simplement parce qu'en fait partir à l'étranger c'est aussi mettre en valeur des compétences que nous en France qui seraient pas utiles parce qu'on les connaît, parce qu'elles sont innées chez nous. Par exemple, quand j'étais en Allemagne dans mon entreprise, quand il y avait des fournisseurs qui parlaient français parce que certaines personnes font certaines choses typiquement en France, par exemple de l'impression sur textile, c'était toujours quelque chose de bien d'avoir quelqu'un qui parle français avec soi parce que c'est pas forcément le fait de parler la langue qui aide, mais c'est aussi le fait de connaître la culture, tout simplement de savoir ce que la personne aime faire. Je dis toujours, c'est toujours la nourriture parce que souvent c'est quelque chose qui revient souvent, mais juste savoir que la personne aime manger à midi, aime manger des croissants, des choses comme ça, ça fait toujours plaisir. Quand tu es invité dans un autre pays, tu te sens un peu chez toi et donc ça aide dans les relations commerciales et internationales. Et tout simplement aussi que c'est quelque chose que même si j'ai mûrement réfléchi, moi ce que j'osais pas le faire tout simplement parce que la pression de la société, tout simplement les gens qui te disent non, il faut pas le faire, non c'est quelque chose, de toute façon tu vas jamais réussir, tu vas jamais y arriver, ça ne sert à rien.
Et ben, j'ai pour preuve maintenant que j'ai des photos qui prouvent que j'étais à côté de Philippe Tracy, de Jean-Paul Gaultier. Donc, du coup, souvent les gens, en général, maintenant, ils sont plutôt genre ok, d'accord, oui, c'est Voilà. bon, tu nous as prouvé que tu pouvais y arriver. Ok. Bravo, bravo. De toute façon, moi, je pense que ceux qui partent déjà dans la négativité avant même d'avoir commencé, c'est des personnes Mm. qui connaissent pas, en fait. Donc, ils parlent sans vraiment savoir ou ils n'ont pas vécu, toi, ce que tu essayes de vivre. Ouais. Donc, euh, donc, des fois, c'est vrai que j'ai des filles qui m'ont déjà dit qu'elles ne disaient rien, en fait. Elles parlaient pas de... Elles se préparaient leurs petits trucs dans leur coin. Moi, je pourrais pas parce que je deviens trop excitée des choses et il faut que j'en parle. Ouais. Et elles préparaient leurs trucs dans leur coin et du coup elles attendaient une fois que tout était mis en place pour dire bah voilà je pars faire ça et puis c'est tout. Parce que c'est vrai qu'après on est trop influencé par de la négativité et c'est tellement dommage quoi. Oui. Bon, moi, j'étais tellement excitée que moi, je parle tout le temps, hein. Ouais moi je suis Moi, j'en pareil. parle tout le temps, même quand j'y suis pas. Donc, de toute Ouais, façon, moi même si les gens ils veulent pas le savoir j'en parle quand même. moi, j'en parle quand même. Je m'en fiche. On est pareil là-dessus. Et du coup est-ce que bon tu as partagé énormément de bons conseils, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter avant que je te pose la dernière question de la fin? Bah, du coup, j'ai un peu répondu à ça avant, mais bon, quand même, moi, ce que j'avais mis comme phrase, parce que je trouve que c'est assez vrai, c'est ne pas s'expatrier parce qu'on entend que l'herbe est plus verte ailleurs. Tout simplement parce que moi, je pense notamment à l'Allemagne, puisque voilà, c'est ma prédilection, mais on entend en Allemagne qu'il y a beaucoup d'emplois, qu'il y a beaucoup d'offres, etc., que c'est un pays qui est en plein développement pour tout ce qui est économique et que tu peux trouver facilement un emploi. C'est vrai pour certains cas, c'est faux pour d'autres, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en corrélation. Peut-être, en donnant des exemples, par exemple, que si tu ne parles pas allemand en Allemagne, bah, c'est plus compliqué de trouver un emploi. Deuxième exemple, il y a beaucoup d'emplois qui sont prévus donc, dans tout ce qui est manutention, industrie, etc., qui sont sûrement des super jobs, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça et qui ne se voient pas du tout là-dedans. Donc, c'est assez compliqué de trouver un emploi peut-être dans d'autres branches, pour certains endroits. Notamment à Berlin, bah, tout ce qui est emploi, il y a beaucoup de choses dans la communication, par exemple, etc. Aussi, si tu ne trouves pas dans ton domaine, parce que, par exemple, tu ne parles pas allemand, par exemple, comme je dis, tu n'as pas fait de programme de mobilité, donc tu connais personne, tu as juste un diplôme français, tu te retrouves facilement à faire des métiers que tu n'as pas forcément envie de faire à première vue, et donc c'est plus compliqué. Et puis il y a aussi tout un système de chômage, de retraite, d'allocations sociales qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Donc il faut vraiment y penser. C'est pas genre je claque des doigts, je me dis tiens je pars quelque part juste parce que ça me fait plaisir. Non non, il faut Mhm. y penser parce que si en plus tu y restes longtemps, bah, ça peut avoir des conséquences. Voilà C'est tout clair. simplement. Non, génial. Et du coup, est-ce que tu aurais une citation ou une chanson préférée que tu souhaiterais partager? Oui, moi je l'ai juste mise un petit peu de côté parce que en fait c'est ma chanson préférée parce que du coup dans le film dont je parle au début, le Fuck You Get It Right notamment, donc à ce moment-là, la scène qui me marque toujours, c'est qu'en fait ils sont en train ils sont en Thaïlande, donc parce qu'ils font un voyage scolaire en Thaïlande, et donc ils sont en train de s'amuser sur la plage en écoutant la chanson Counting Stars de One Republic. Si jamais vous connaissez, donc ça fait, je sais plus quand elle est sortie, ça devait être 2016, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, cette chanson en fait exprime le fait d'un homme qui va voir sa femme ou sa compagne, je ne sais pas exactement, qui en fait et lui dit, ben maintenant j'en ai marre de compter les dollars, je veux compter les étoiles, c'est-à-dire tout simplement j'en ai marre de faire des choses juste pour l'argent, je veux juste faire les choses parce que ça me plaît et parce que c'est quelque chose que je veux faire. Et en plus, ben à la fin, ben, ça paye parce que je crois que le chanteur l'a écrit justement parce qu'il voulait être chanteur en fait. Et qu'en fait, bah, du coup, bah, c'est devenu un tube. Waouh, Tout j'en avais simplement. aucune idée que c'était ça, cette Donc chanson. voilà. Mais c'est vrai que je ne connais absolument rien à One Republic, mais je ne connais que cette chanson que j'écoute au moins une fois par jour, tout Ah, moi, simplement. je les adore, One Republic. Non, c'est super, c'est sûr. Super mot de la fin. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi qui habite, enfin mes parents habitent à 20-30 minutes de l'Allemagne et c'est vrai que malheureusement quand j'étais étudiante, j'étais un peu trop bête et je pensais que c'était pas important d'apprendre l'allemand. Et maintenant, en parlant avec toi, je regrette tellement parce que je me dis j'aurais pu aller faire un stage même de 3 mois et aujourd'hui, ben, je serais capable de parler 3 langues quoi. Et ça m'aurait bien plu en fait. Donc tant pis. Voilà, C'est on a ça, des ouais. regrets dans la vie, c'est comme ça. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Peut-être que je vais trouver un petit Bah oui. stage Erasmus+. En Espagne, peut-être en Espagne, peut-être en C'est ça. Roumanie, je ne sais Ah pas. ouais, non, mais Ça ça, existe oui. aussi, hein. Maintenant que je parle une deuxième langue, j'ai très envie d'apprendre une troisième et c'est vrai que l'espagnol ou l'italien me tente vraiment bien. Mais à réfléchir. En tout cas, je te remercie énormément pour tous ces conseils et d'avoir partagé tout ça avec nous.
Si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Pour ceux qui n'écoutent pas sur Apple Podcast, n'hésitez pas non plus à nous glisser des petits commentaires sur notre compte Instagram, FiExpat. Toi, il me semble que tu as aussi le même... Enfin, ton compte Instagram, c'est le même nom que le site internet. Oui, c'est le même nom, c'est Currywurst et Bagatelle. Ouais, de toute façon, je Donc, mettrai avec bien... le E-T. Voilà. Ouais, de toute façon, je mettrai tout dans le... Je mettrai tous les liens dans la description, ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Si je me trompe pas, c'est Auf Wiedersehen, Wiedersehen, pour dire au revoir. Et je me Auf Wiedersehen. Tu vois, j'ai même pas été capable. Je me souviens de tchuss, c'était beaucoup plus simple. Ou tchuss, voilà. Voilà. Tchuss, tu peux dire. Super, et puis je te dis à très bientôt, alors bonne continuation pour toi. Au revoir, bonne journée. À très vite. Merci. Tchuss.